de légumes. Vous m'entendez? Oui, pardon. J'ai lancé l'enregistrement. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, voilà. Alors, je me suis amusé à quelques mois. Ça fait 10 ans que je gère mes déchets. Ça veut dire que j'ai des récipients avec des couvercles. Et tout ce qui est alimentaire, j'ai des volailles à la maison, des poules et des canards qui me nettoient tous les légumes, qui me débarrassent tout ça. Et tout ce qui est les carcasses, quand on fait des jus, les arêtes de poisson, j'ai quelqu'un qui a des cochons et je nourris des cochons avec. Et je me suis amusé à calculer ce que ça représentait par semaine en poids. Ça représente entre 20 et 25 kilos par semaine. Par 4 semaines, ça fait 80 kilos. Multiplié par 10, ça fait 800 kilos. J'ai presque envie de dire que ça fait presque 1 tonne par an. Ça fait un chiffre énorme. Ça fait un chiffre énorme et je me dis la chance que j'ai d'avoir ces animaux et cette ferme à côté pour gérer tous ces déchets. Parce que ça paraît comme ça très peu, mais quand on compte, c'est énorme. Une petite structure comme moi, les déchets, ça représente énorme. Et je me dis, c'est un sac poubelle économisé par jour. Donc, c'est des petits chiffres, c'est 5 sacs par semaine. Mais quand on calcule tout, je me dis que j'ai une sacrée chance d'avoir eu l'idée de trouver un agriculteur qui avait des cochons et de nourrir des cochons avec ces déchets. Et moi, avec mes 3 poules et mes 4 canards, tout ce qui est plus de légumes, ça fait le reste. D'accord. Et une question qui me vient à l'esprit, est-ce que cette entente a été conventionnée en quelque sorte entre vous et cet agriculteur? Est-ce que vous avez signé quelque chose pour travailler ensemble? Comment ça s'est passé? Non, La relation. non, c'est oralement. Non, non, ça s'est fait naturellement. C'est du bon sens. C'est que du bon sens, ça s'est fait naturellement. Et puis le gars, quand je lui amène des seaux, il est content pour ses cochons. Parce que D'accord. bon, À quelle fréquence il les apporte à presque à tous les jours ou à quelle fréquence par hebdomadaire? la fréquence, si c'est 2 seaux tous les 2 jours, 2 seaux de 10, c'est 20 kilos répartis en 3 fois dans la semaine. Après, Oui. moi, je travaille qu'en circuit court. Donc, je fais tout moi-même. C'est vraiment même tous les légumes. Là, en ce moment, je travaille beaucoup les courges. Donc, il y a toutes les graines, il y a toutes les peaux. Donc, ça fait vite du volume. Et ça prend de la place dans une poubelle. Oui, évidemment, évidemment. Et ça, je ne me l'étais jamais aperçu, mais c'est quand j'ai commencé à peser, à m'amuser. Un jour, je me suis amusé à peser. Alors, une petite structure comme moi, imaginez des grosses structures, ce que ça ferait. Et l'agriculteur en question, est-ce qu'il y a aussi besoin d'acheter des nutriments pour ces animaux ou Ah oui, oui, moi, c'est un complément. Hein, c'est un c'est un complément. complément? Oui, oui. Après, je pense qu'il doit peut-être un peu moins les nourrir. Et puis, mais oui, ça reste un complément. Après, tous les produits que j'utilise, des produits pas, qui n'ont pas la certifié bio, mais qui sont, euh, qui sont autour du restaurant à 10, 15, 8 km. Par exemple, quand je fais un jus avec des carcasses de volaille, les carcasses de volaille qui restent, ils se régalent. D'accord. Et effectivement, c'est vrai que nous, comme professionnels, on cherche des solutions qui peuvent correspondre à plusieurs professionnels. Est-ce que vous pensez que cette solution est viable en termes de volume entre si l'ensemble des restaurateurs sur votre territoire ou à proximité se mettent à faire des liens comme ça avec les agriculteurs? Est-ce que c'est une solution qui est intéressante et viable? Mais ça, si on a moi, j'ai peut-être la chance d'être à la campagne, donc c'est des questions que je me suis posées que je me pose depuis 10 ans. Euh, donc c'est du bon sens. Et puis il y a un côté aussi amener la poubelle. On a moins de poubelles à amener aussi. On a la chance d'avoir une colonne à verre. On a une colonne à verre sur roulette quand elle est pleine. Le livreur vient nous la chercher, le transporteur vient nous la chercher. On a 2 poubelles où on met tous les cartons. Donc, plus ces seaux là que j'ai mis moi-même en place. Hein.
avec des couvercles que je gère. Dans la poubelle du quotidien, il y a presque plus grand-chose. Hein. Oui, ben, c'est très bien, effectivement. C'est vrai qu'il y a effectivement des enjeux de réglementation là, qui s'imposent et qui, avant qu'on puisse en faire un, comment je peux dire, généralisé pour l'ensemble des restaurateurs, je crois qu'il y a effectivement une évolution réglementaire à y avoir pour que ce soit bien structuré. Mais effectivement, c'est une question de bon sens et c'est une manière de valoriser clairement ces biodéchets. Je pense que c'est quand même… Je parle bien de déchets, je ne parle pas de gaspillage. J'insiste bien, ce n'est pas le retour des clients. Bon, s'il y avait trop de retour des clients, c'est que je ne suis pas bon. Donc, mais je veux dire, c'est ce qui se passe dans les coulisses le matin dans une cuisine quand on épluche des patates. C'est ça qui est hyper intéressant. Moi, je trouve ça intéressant de se pencher sur le sujet. Et puis moi, je suis content. Moi, je suis du monde paysan, donc je suis né dans une ferme et moi, voir ces animaux manger, je suis content. Oui, oui, c'est très bien. Et merci effectivement de partager ce que vous faites. Je pense que c'est très intéressant et ça peut être inspirant pour les professionnels qui nous écoutent. J'ai envie de passer peut-être la parole au camping des Islas à Thomas. En fait, j'avais inscrit Denis, mais malheureusement, c'est Thomas c'est Thomas qui va présenter aujourd'hui. Oui. Effectivement, bonjour à tous. Effectivement, Denis ne peut pas être là parce que pour vous expliquer, on est en plein séminaire aussi sur notre camping cette semaine. Donc, du coup, il m'a donné le rôle là de régler, enfin de gérer un peu ce webinaire. Du coup, pareil, pour une petite présentation, on est un camping sur l'île de Ré à Loie. On est le seul camping de Loire. On a à peu près 150-200 emplacements, taille moyenne. Un camping qui marche, qui est plein l'été et qui est en forte conséquence qui est en forte conséquence aussi en basse saison, sachant qu'on a fermé là le 2 octobre, donc il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Pour vous expliquer un peu le projet, on a mis en place 2 poubelles à compost, 2 composts tout simplement, sur notre camping et on a commencé à mettre ça cet été. Donc, le projet, alors après, je vous épargne les détails parce qu'on a quand même eu pas mal de turnover, mais ça après avec Frédéric qui vous expliquera peut-être un peu mieux sur les chiffres et la situation du camping. Mais sinon, après, voilà, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on, durant l'été, surtout à partir du moment des vacances d'été du mois de juillet-août, on a mis en place des petites poubelles qu'on donnait à chaque location. Et ces petites poubelles, après, on expliquait à l'accueil comment ça allait se dérouler, ce qu'il fallait mettre, ce qu'il ne fallait pas mettre, sachant que sur les poubelles, on avait des petits affichages justement sur ce qui pouvait, ce qui ne pouvait pas. On a un tableau aussi au niveau de l'accueil qui réexplique ça et sur les poubelles, sur les composts. Donc, il y avait toutes ces explications-là. Chaque locatif, du coup, avait ses petites poubelles et à la fin, il devait nous les restituer, nettoyer. Voilà. Et donc, on a pu voir un peu le déroulé du projet avec le contenu des composts, où on a fait un point la semaine dernière avec Frédéric, ici présent, où on a pu voir que pour une première année, c'était quand même assez concluant, qu'il y avait quand même pas mal de petites modifs à faire, surtout en termes d'amélioration, mais que le projet quand même partait plutôt sur un bon sens. Et puis voilà, à peu près ce que je devais dire. Merci beaucoup, Thomas. Est-ce qu'il y a des questions pour à la fois Thomas et Henri Amessoy? Est-ce que dans la salle, il y a des questions ou autour du webinaire? Vous avez des questions à poser? Oui, vous avez le micro. Oui, bonjour, monsieur Picot. J'ai un camping en Bretagne. Moi, je veux mettre justement en place par rapport à 2024 les biodéchets dans nos campings. Et donc, nous, il n'y a pas si longtemps, on avait simplement un bac à coquillage. Et là où je pose la question, c'est que les personnes, comment sensibiliser les personnes au maximum pour qu'ils ne mettent pas les crustacés. Ils sont en confond les crustacés et les coquillages. Donc, je me dis, par rapport aux légumes, derrière, ne serait-ce que les épluchures,
Ils sont confrontés à monsieur par rapport aux carcasses. Je vois très bien des mammutants terrifiants, mais des carcasses avec des mâcheurs de légumes. Et pour avoir une expérience très faible en 2015 sur un bac à déchets, les gens mettent tout et n'importe quoi. Et on ne peut pas avoir une caméra dessus pour on va dire, cliquer à 100%. Et c'est là où se pose le problème du bon sens, comme disait monsieur au départ. Parce que je pense que si tout le monde avait du bon sens, on n'aurait pas ce problème-là du tout. Et donc, comment est-ce que par rapport au camping des ILAT, donc là, je pense que j'ai bien compris, donc donner des sachets en début de séjour pour les vacanciers. Mais est-ce que vous avez des résidents, par exemple? Alors, du coup, je n'ai pas tout entendu. Ouais, moi non plus, je n'ai pas tout entendu. Ouais. Il y a une globalité quand même qui est comprise. Vous avez un terme que je n'ai pas dit, c'est la sensibilisation. C'est super important parce que, comme vous l'avez dit, lors du bilan qu'on a fait avec Frédéric, on s'est rendu compte aussi que sur nos composts, il y avait des crustacés, des coquillages. Malheureusement, comme on l'a dit, comme vous l'avez dit, on ne peut pas mettre de caméra, on peut pas être sûr à 100% de comment ça se passe. Mais ça, c'est pour toute poubelle, pour tout tri. C'est par rapport à la sensibilisation et à la confiance qu'on fait aux gens. Par contre, si derrière, on a une vérification, une implication de la part du staff, des animateurs, parce que pour la faire courte, j'étais animateur cet été et chaque semaine, en fait, on avait des animations liées comment expliquer ça, aux déchets, mais liés aussi à l'environnement en général, parce qu'on a aussi un poulailler, une ruche, on a cette chance-là. Donc, on faisait des petites animations pour sensibiliser justement les clients. C'est quelque chose d'assez nouveau, encore le compost. La plupart des gens ne l'ont pas chez eux. Et donc, le fait de venir en vacances et de se dire, on va s'impliquer un peu, mais la plupart du temps, quand on voit des crustacés et coquillages, ce n'est pas des gens méchants. C'est juste des gens qui sont mal informés, qui ont voulu bien faire, qui ont voulu dire ça, c'est alimentaire, donc ça se composte. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Du coup, pour résumer tout ça, la sensibilisation, c'est super important. La vérification, l'implication du staff, un suivi, en fait, un suivi qui est assez constant, hebdomadaire, qui est pour nous la meilleure solution. Et après, voilà, c'est basé sur de la confiance, beaucoup de confiance. Bon, c'est vrai, au niveau des coquillages, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question parce que j'en fais pas. Mais en réfléchissant, c'est vrai que ça peut vite devenir compliqué. Le coquillage, après, est-ce qu'il ne pourrait pas exister une structure qui puisse broyer ces coquillages, qui puisse transformer ces coquillages en blocs de sel, parce que ça peut être un aliment supplémentaire pour ce qu'on achète des fois pour nos volailles, pour leur donner des vitamines. Ça peut être. Est-ce que ça ne peut pas être une solution? Mais après, dans son quotidien, comment gérer? C'est vrai que pour moi, là, je n'ai pas de solution parce que je n'en travaille pas de coquillage. Effectivement, il existe certaines solutions pour de la valorisation du coquillage, notamment, comme vous dites, en engrais pour les sols, mais il faut d'abord avoir le broyer. Mais il existe effectivement une structure en Charente-Maritime, en tout cas qui s'appelle Ovive, qui fait la collecte, en tout cas le traitement des coquillages filtres. Donc, bon, c'est déjà ça. Maintenant, c'est ça, il faut les identifier et voir, parce que derrière, ça suppose quand même notre tri, notre bague de tri. Donc, c'est vrai qu'on démultiplie un peu les tri, mais c'est la seule manière d'arriver peut-être à valoriser chacune des matières correctement. J'ai envie peut-être de passer la parole à nos porteurs de solutions, parce que peut-être aussi dans les réponses, dans ce qu'ils vont aborder, il y aura aussi peut-être une part de réponse à votre question. Donc, je vais inviter Frédéric Lanois, directeur Gaïa, puisqu'effectivement, ils ont travaillé avec le camping des Islats. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir aussi la perspective d'Intergaïa. Oui, clairement. Merci Larry. Je ne sais pas si on peut passer une petite présentation qui puisse servir de support pour regarder dessus. Mais pour donner un cadre un petit peu plus large sur le compostage en camping, pour revenir rapidement sur les enjeux, il y a les premiers enjeux que tout le monde identifie, c'est Maryse les a rappelés,
c'est réduire les volumes des déchets. Dans l'île de Ré, spécifiquement, là, donc Denis, le directeur du camping, il avait le souhait de démarrer ce projet en prenant la direction du camping. Ça fait particulièrement sens, c'est un territoire insulaire. Les déchets sont collectés en camion, ils sont exportés sur le continent pour être incinérés sur une unité d'incinération à La Rochelle et à un coût très élevé pour l'établissement. On est dans de 350 € la tonne de déchets ménagers enlevés. Donc, du point de vue de la logique environnementale relativement à l'économie circulaire, relativement au coût que ça représente aussi pour le camping. Et après, vous pouvez rappeler, il y a le cadre réglementaire qui amène petit à petit les professionnels à se positionner par rapport à ça. Et au-delà de ça, il y a des attentes des clients vis-à-vis d'un certain type de tourisme. En matière de tourisme durable, ça se traduit aussi pour les établissements, par les fédérations, par les démarches de labellisation et autres qui sont accompagnés aussi, notamment. Et après, il y a d'autres enjeux qui sont sur l'implication des équipes. Enfin, voilà, il peut aussi y avoir des motivations à trouver, à relayer. Et là, c'est notamment le cas de Thomas, je pense. Voilà, peut-être laisser confirmer, mais lui, il est en parcours d'études Excelia, c'est une école de commerce, et une alternance dans un camping, et probablement avec des passerelles vis-à-vis de cet aspect tourisme durable. Je ne sais pas, Thomas, je vous laisse confirmer si c'est un peu le… Ouais, bah, ça c'est sûr, ça va être un sujet durant ces 2 ans, oui, ça c'est sûr. Et donc, après, voilà, d'un point de vue gestionnaire de camping, ce qui a amené Denis à venir échanger avec nous, c'est de se dire, on a un établissement 4 étoiles dans l'île de Ré, avec quand même un certain niveau de prestation qui attend de la part de la clientèle. On voudrait se lancer dans un projet de compostage, mais 200 emplacements, ça implique beaucoup de résidents. On ne sait pas par quel bout prendre la chose, on veut éviter les nuisances, les incivilités. On ne veut pas se retrouver au 15 août avec un truc ingérable qui pue, qui fait fuir tout le monde et qui nous fasse prendre des tirs. Et c'est là qu'on est parti, du coup, avec à vraiment définir une méthode de conduite de projet. Donc, nous, initialement, à Altergalia, on est une association basée à La Rochelle. On a 2 activités. Sur La Rochelle, on collecte des biodéchets auprès de l'établissement qui sont compostés en circuit court et l'accompagnement de l'établissement de plein air, notamment dans l'île de Ré, pour la mise en œuvre de projets de compostage, où on accompagne du coup, dans la conception du projet, en dimensionnant les équipements, trouvant les bons emplacements, le bon fonctionnement qui s'adapte au camping. Je voulais rebondir peut-être. Et ensuite, en premier temps, de bien faire comprendre aussi aux gestionnaires d'établissement que ça nécessite de la formation des équipes et ensuite du suivi et de l'animation. L'idée, c'est de partir sur 1 à 2 saisons pour amener vraiment l'établissement à l'autonomie et d'avoir des référents sur place. Ensuite, qui peuvent être les agents techniques qui sont là à l'année. Ça dépend un peu du mécanisme. Si on est full saisonnier, si on a un gérant qui est capable de s'impliquer un peu sur certaines tâches, s'il y a une personne qui est en charge des espaces verts, ce genre de choses. Du coup, oui, effectivement, le rappel des chiffres, parfois, ça peut valoir le coup. En moyenne, ça représente quasiment 200 à 250 grammes de biodéchets par unité, de la pluie des melons jusqu'au petit retour. Donc, ça représente vite, à l'échelle camping, 2 tonnes, 2 tonnes 5 pour 10 000 unités. Et en fait, tous les campings ont leur chiffre à l'année, on fait 40 000, 50 000, on mesure vite. Dans l'île de Ré, c'est 350 € la tonne de déchets enlevés. Et globalement, après, pour les ordres de grandeur, on sait qu'il y a si on mène bien un projet, on peut arriver à un bon 30% de participation de la part des résidents et ça donne une idée dans de grandeur des objectifs qu'on veut atteindre. Et ça aide aussi à ne pas partir dans un projet immense ou dans un projet trop petit et à se donner des objectifs tenus. Ensuite, donc, on peut peut-être direct passer à la prochaine. Le projet, on lui a proposé sur 2 ans avec un accompagnement basé. Sur la première année, vraiment, on va revenir sur place, on voyait exactement ce qu'il pouvait se faire, et après, avec pas mal d'étapes. Donc là, qui était prévu la formation des personnels sur notre site de compostage, mais ça peut très bien se faire chez les pairs, parce que dans un rayon court, on trouve facilement un autre camping qui a peut-être mis en place et que, au fur et à mesure qu'on arrive à mettre en place dans des établissements, on peut en dire sur d'autres. Après,
la première phase d'accompagnement vraiment un petit peu renforcée sur l'été. On est passé tous les 15 jours pour vraiment s'assurer que les pratiques étaient suivies, qu'on n'avait pas de problème de nuisance, ce genre de choses. Il y a juste la prochaine pour donner un peu là-dessus sur ce qui est prévu. Ouais. Et voilà, dans un deuxième temps, l'idée de vraiment arriver à des choses qui soient mesurables pour l'établissement sur sa réduction des coûts au niveau des déchets, d'avoir de l'impact, des choses qui soient vraiment communicables aux clients par rapport à ce que ça peut donner. Et voilà, ce genre de choses, et qu'on ait vraiment des personnes ressources qui soient autonomes, qui soient formées aux pratiques du compostage, qui soient capables de poursuivre la gestion du site. Du coup. Ah non, c'était la dernière salle. Oh non, non, normalement, bon, c'est pas grave. Mais en gros, ça implique, c'est là que de se faire accompagner si on n'a pas particulièrement suivi de formation ou autre vis-à-vis du compostage, c'est là que ça trouve son importance. C'est globalement, le compost, ça parle un peu à tout le monde, c'est simple. On met des déchets verts, des déchets bruns, de l'aliment, du bois, et puis on fait ce mélange. Mais dès qu'on arrive à l'échelle d'un établissement, ça nécessite des considérations partagées. Ça implique un peu de méthode, de coordination, d'implication et beaucoup de communication et de sensibilisation. Le gros jeu, il est là. Et donc, il y avait l'idée d'animer en amont déjà une réunion d'information où on implique les personnels, on échange. C'est une descendante bien longtemps. C'est de dire, ben voilà, nous, on a échangé avec la direction, on a défini un projet et on compte le mener comme ça. Ça implique, notamment des relais de communication au niveau de l'accueil. Ça implique au niveau de certains staffs un petit quart d'heure, 20 minutes de passage tous les jours, un petit contrôle hebdomadaire qui peut prendre une bonne demi-heure. Tout un tas de choses qui sont des petites nouvelles pratiques, des nouvelles habitudes, où il faut échanger au préalable en amont avec l'équipe, déjà savoir qui veut s'impliquer, qui ne veut pas. Et s'il y a des mauvaises appréhensions, tout ça, il faut bien caler en amont. Et donc déjà, voilà, ce qui était intéressant de revenir sur votre retour d'expérience, c'est qu'on a eu un projet initial, et après, sur le Flower Camping, les ILAD, ils ont eu beaucoup de galères de perso cette année. Et puis, c'était une reprise de direction. Donc, en fait, tout s'est fait rock. On n'a pas pu suivre la chronologie qui était placée. On a couru un petit peu académique qui était sur 1000 fronts à la fois. Et on a quand même pu mener le projet à bien, mais avec beaucoup de présence, par contre. Parce que après, il y a l'idée de faire une vraie formation des personnels, donc sur le site de compostage, ça peut se passer ailleurs. Où là, sur le temps d'une demi-journée, minimum, ça peut être plus une demi-journée, ça fait beaucoup. Sur 1 ou 2 heures, on prend le temps de vraiment détailler le fonctionnement du compostage, les méthodes, les techniques, les principes, et puis ensuite les méthodes sur un établissement. Ensuite, on met un petit peu les mains dedans. On voit quand ça va pas, les correctifs à apporter, on échange, on fait un peu de questions-réponses, et ensuite on revient dessus et on définit vraiment quels vont être les rôles des implications, et puis un petit peu de méthode, un tout petit, ça peut être sous forme d'un petit planning, mais ça ne nécessite pas un gros management. Mais au début, c'est une nouvelle pratique, donc il faut juste qu'il y ait un petit truc qui soit calé. Il faut savoir que tous les jours, en fin de journée, il y a quelqu'un qui passe un petit quart d'heure, qui vérifie qu'il y a bien le studio de broyat, que ça a été recouvert, qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et c'est des étapes qu'on n'a pas pu vraiment mettre en place sur les ILAT en amont, parce qu'il y avait ces problèmes de staff, de manque de disponibilité, de pas possibilité de se déplacer. Donc, on a rattrapé tout ça sur le tas au moment du démarrage de l'opération, en formant sur le tas, sur le camping, et avec une personne quand même qui s'est retrouvée ressources et qui a fait le relais d'information. Et ça a bien marché. Globalement, voilà, on a mis en hivernage, donc on a refait un retournement, clôturé le tour. On n'avait pas de pépin, pas de surprise particulière. C'était bien en place. Après, on n'était pas à la hauteur des objectifs qui pouvaient être fixés, quoi. Et donc là, on a Thomas maintenant, en fait, qui va vraiment reprendre au niveau du camping la main sur le projet. Là, on part vraiment sur la mission de mener un projet qui soit carré, et en impliquant vraiment, en faisant cette petite session de formation, en définissant le process et en ayant vraiment une démarche de communication et d'information vis-à-vis des clients. Il y a des petites choses simples, où à la base, là, ils ont souhaité, par facilité d'organes, ils sont un petit peu pas comme ça,
de mettre à dispo tout de suite les seaux dans les hébergements. Préconise beaucoup plus, nous, de faire une remise à l'accueil aux gens qui sont en demande. Juste de proposer, par exemple, nous, on pratique le compostage, ça se passe comme si comme ça, est-ce que vous voulez en mettre. Donc déjà, les gens, plutôt que d'avoir des gens qui se retrouvent avec une poubelle imposée, c'est là qu'on a des galères, donc on a de tout petits éléments méthodaux comme ça, encadrement à l'annonce, ça se passe tout seul. Et après, sur l'information, sur le visuel, sur les consignes de tri, sur l'affichage au niveau des pavillons compostables, c'est plein de petites choses bêtes en fait, qui changent beaucoup sur le fait que ça se passe bien ou que ça ne peut pas se passer cata, mais ça peut être plus contraignant. En plus de temps, sinon, si c'est bien fait, c'est un quart d'heure par jour et 1 heure par semaine. Et juste pour revenir, globalement, ce qui est intéressant dans le retour d'expérience avec les IDAL, c'est que la globalité du projet elle a pu se faire accompagner grâce à l'APA, dans le cadre du Fonds tourisme durable de l'ADEME, qui aura permis de financer intégralement le projet. Donc l'achat des pavillons de compostage, là on les a accompagnés dans le choix des matériels. Des pavillons de compostage bois, de chêne, de traité, du costaud, du solide, mais qui présente bien. Quelque chose où on pouvait avoir des bacs à fleurs sur le côté, quelque chose de joli. Et jusqu'à l'accompagnement, la formation des référents, l'étude de site, tout ça, ça se trouve pris en charge dans le cadre du Fonds tourisme durable. Donc voilà, il y a vraiment une belle opportunité pour le camping de mettre en œuvre un projet qui a les licences, qui peut représenter, si on a ensuite des personnes relais sur le camping, une vraie plus-value vis-à-vis des attentes des clients, en termes d'opportunités de communication, et puis même de bon sens, de réduction des coûts. Voilà, et après, effectivement, on va vers des temps où on doit filer les choses avec Thomas. Et il y a une personne maintenant qui va être là en continuité ensuite pour animer la chose. Ça va juste nécessiter qu'à l'accueil, on communique bien et qu'ensuite, il y ait une personne ou deux qui soit chargée de passer régulièrement, pas beaucoup de temps. Enfin, voilà. Juste les étapes à vérifier et quelles sont les choses. Oui. Je les garde. Non, ça va. Je ne sais pas si vous avez une question pour Frédéric. Est-ce que vous avez une question ou... Je sais que vous faites aussi, vous avez un autre projet de collecte sur les biodéchets aussi sur La Rochelle. Par contre, j'aurais peut-être tendance à passer la parole à M. Fols pour qu'il raconte effectivement lui ce qu'il fait sur Bordeaux. Peut-être qu'on pourrait retourner à votre solution parce que c'est vrai qu'on a des solutions pour les campings, on cherche aussi des solutions pour les établissements qui n'ont pas forcément d'espace extérieur pour gérer sur site leurs biodéchets. Donc, je pense que vous en avez une solution qui se développe sur la Charente-Maritime. Est-ce que vous avez une question pour Frédéric ou je passe la parole à M. Paul? Oui. Moi, je sais pas si on peut imaginer par territoire des formations. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une formation sur un camping, le personnel du camping, est-ce que derrière, vous pouvez organiser via l'interfilière des formations par territoire et qui seraient accessibles aux 3 types d'hébergement? Ouais. Complètement, c'est des formations visées par rapport à la gestion des biodéchets. Donc, il y a un référentiel qui est défini, qui a été travaillé par l'ADEME et le réseau Compost Citoyen, donc il y a différents modules, différents niveaux, du référentiel qui est juste là, donc effectivement pour suivre un petit peu au quotidien, après le guide composteur qui est un peu pour animer un projet pour se voir, et plus largement après pour encadrer, diffuser. Et donc effectivement, c'est une filière qui se structure, on est plusieurs à l'échelle de la Charente-Maritime même, et c'est des choses qui vont se mettre en place. Alors, il y a déjà Aurélie Aubergeon à Terre d'Éveil sur Oléron qui organise des formations certifiantes ouvertes à des plus larges publics et sur des grandes d'une quinzaine de participants. Nous, c'est des formations qui sont pour l'instant dédiées plus aux établissements qu'on accompagne sur des équipes. Mais par contre, il y a des possibles mises en réseau qui peuvent se faire et il y a de la compétence à diffuser, en sachant que c'est des formations qui peuvent être aussi certifiantes et prises en charge, donc ce genre de choses.
Et effectivement, le RCCNA est quand même bien structuré aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Il y a les membres du CNA, RCCNA qui peuvent animer ces sessions de formation. Donc, il y a un bon maillage sur le territoire. Ça peut être intéressant, effectivement, de professionnaliser les structures du tourisme à cet enjeu via ces formations, puisqu'il y a vraiment tout un parcours de formation sur la gestion des biodéchets. Merci. Donc, je passe la parole à Daniel Fols pour que vous nous racontiez, vous, la solution que vous proposez pour qu'on gère mieux nos biodéchets. D'accord. Bonjour à tous. Donc, je suis Daniel, je suis le gérant de la société Resto Valor. Alors, effectivement, je vais prendre la parole plus d'un point de vue collecteur de biodéchets et non pas producteur. Donc, nous, on est sur Bordeaux, effectivement, et on peut dire qu'on est le premier opérateur de collecte sur Bordeaux, puisqu'on collecte plus de 1000 tonnes par an de biodéchets. 1000 tonnes par an, donc on est sur des volumes qui sont assez importants. On est malgré tout une petite PME locale sur la région bordelaise. Et aujourd'hui, on propose à nos clients, à nos producteurs de biodéchets, un système clé en main qui est effectivement mise à disposition. Il y a 3 étapes. Il y a mise à disposition d'un contenant. Donc un contenant, c'est en général des bacs roulants de 240 litres dans lesquels les producteurs mettent tous leurs biodéchets. Ensuite, on a un système de ramassage. On a un camion qui circule du lundi au vendredi tous les jours et qui peut venir effectivement, qui vient collecter les biodéchets dans les bacs roulants avec un système de vidage. Donc, c'est-à-dire qu'on vide le contenu, les biodéchets dans la benne sur le camion et ensuite le camion continue sa tournée. Ça, c'est notre cœur de métier, la collecte. Et ensuite, le mode de traitement sur les biodéchets que nous collectons, donc à peu près entre 3 et 5 tonnes par jour, nous valorisons les biodéchets en méthanisation. Donc, effectivement, on a parlé beaucoup de compostage tout à l'heure et c'est très bien hein, parce qu'il ne faut pas opposer les 2 systèmes qui sont en fait complémentaires. Le compostage répond très bien à des problématiques locales sur du compostage de proximité, sur des petits volumes, c'est très très bien. Mais dès que effectivement on a des volumes peut-être plus importants et peut-être un peu plus éloignés, voilà, aujourd'hui on a ce mode de valorisation en méthanisation. Alors je vais expliquer ce que c'est que la méthanisation. La méthanisation, en fait, c'est une double valorisation. C'est-à-dire que lorsque le déchet alimentaire va se dégrader, donc nous, on va le mettre dans des cuves étanches pendant une durée d'environ 60 jours où le déchet alimentaire va se dégrader. Et lorsqu'il va se dégrader, il va produire du biogaz, du méthane, qui va être récupéré et qui va être réinjecté dans le réseau GRDF. Donc, on a une première récupération d'énergie verte à partir d'un déchet, donc du biogaz, du méthane, réinjecté dans le réseau. Donc là, premier avantage. Et deuxième avantage, une fois qu'on a, à l'issue de ce process de décomposition, on a malgré tout un résidu solide qu'on appelle digestat dans le milieu, qui est encore sous forme pâteuse et qui subit ensuite une valorisation agronomique. C'est-à-dire, soit le digestat est mélangé à du déchet vert pour devenir du compost normé. Donc, c'est la première solution. Ou soit, effectivement, s'il y a des plans d'épandage, le digestat peut être directement distribué auprès d'agriculteurs locaux dans leur champ, en épandage. Donc, et ce digestat, effectivement, remplace tous les engrais chimiques de substitution qu'on peut connaître. Donc, la méthanisation, voilà, c'est une double valorisation énergétique, biogaz, agronomique, avec le digestat, compost en sortie. Et donc, aujourd'hui, clairement, on se positionne sur Bordeaux pour répondre à l'obligation réglementaire du 1er janvier 2024, obligation que Maryse a évoquée à très juste titre. Et donc, aujourd'hui, on a des demandes très nombreuses de restaurants, de collectivités, d'hôtels qui aujourd'hui souhaitent des solutions clés en main pour la gestion de leurs biodéchets.
Donc là, effectivement, je vous ai parlé de la partie technique, comment on s'organise. Il faut savoir que notre service a un coût, puisqu'effectivement, la partie coût est importante et c'est un paramètre indispensable dans chaque prise de décision. Aujourd'hui, notre service a un coût. Alors, c'est un coût, c'est 50 € par mois pour un ramassage par semaine. Donc, bon, c'est pas excessif. Et puis, pour 50 € par mois, effectivement, on passe une fois par semaine récupérer un bac roulant de 240 litres. Et nous mettons en conformité les clients avec la réglementation. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une obligation, donc ça marche effectivement sur la base un peu du volontariat pour les clients qui ont une sensibilité écologique, qui veulent anticiper la réglementation, sachant qu'au 1er janvier, on n'aura plus le choix. Mais voilà, pour 600 € par an, effectivement, on a une solution sur mesure où on peut mettre tous les biodéchets et nous, on s'occupe du ramassage et de la valorisation. Et effectivement, sans travail derrière de retravail de la matière ou d'élimination des impuretés. Voilà, pour le client, une fois que le bac a été vidé, il n'y a plus aucun travail à faire. C'est nous qui nous en occupons. Donc, vous dites effectivement peu d'impuretés. Donc, est-ce que, par exemple, s'il se retrouvait une poche plastique dans le contenant, dans la veine, vous dites de 50 litres, c'est trié ou ça va partir tout en méthanisation ou il y a un tri derrière? Alors, c'est une très bonne question, effectivement. C'est une très bonne question. Il faut savoir que tous les biodéchets que nous collectons, donc nos camions commencent vers à peu près 3-4 heures du matin et finissent leur tournée vers les coups de midi. Tous les biodéchets que nous collectons, avant d'être valorisés en méthanisation, passent par une étape de déconditionnement. Alors, qu'est-ce qu'un déconditionneur? Un déconditionneur, c'est une grosse machine, en fait, une vis, c'est un tapis, en fait, avec une vis au bout, pour schématiser, une machine qui vaut dans les 500 000 €, mais qui a l'avantage de séparer de manière mécanique, automatique, toutes les impuretés. C'est-à-dire que si on a, ça arrive régulièrement, parce qu'on sait pertinemment qu'on ne peut pas être parfait lorsqu'on demande un tri à nos clients. Donc, si on a des couteaux, des fourchettes, des assiettes, des sacs plastiques, on retrouve toutes sortes d'impuretés. Et il faut savoir que les impuretés, mine de rien, les emballages, emballages et impuretés dans tous nos flux représentent pas loin de 10% quand même. Donc, voilà, nous, on mène une action de sensibilisation en parallèle auprès de nos clients pour améliorer la qualité des flux, qu'on puisse tendre vers le 100% de matière valorisable. Mais il faut savoir que s'il y a des impuretés, aujourd'hui, nous sommes en capacité technique de gérer ces impuretés sans pénalité pour le client. C'est-à-dire que notre machine, notre process est calibré pour absorber un certain pourcentage d'indésirables, c'est éliminé automatiquement avec la machine sans pénaliser le process et sans pénaliser le client derrière. Donc, voilà, la gestion des impuretés, pour simplifier, est déjà intégrée dans notre offre. Et peut-être juste en lien avec la question qui avait été posée un peu plus tôt, en termes de matières qui vont être gardées en termes de biodéchets, est-ce que les carcasses, les coquillages peuvent être intégrés au processus de méthanisation? Je présume que oui, mais je vous laisse répondre. Alors non. Alors effectivement, non, je voulais y venir et c'est très bien que vous posiez la question. Alors effectivement, les déchets de coquillage sont des déchets minéraux et pas organiques. Et c'est un déchet qui se composte avec un pouvoir méthanogène très faible. Et nous, ce qu'on préconise aujourd'hui, effectivement, quand on a des… Alors, ce n'est pas tous les producteurs, effectivement, tous les clients qui ont ce type de déchets, mais lorsque le cas de figure se présente, alors j'ai vu dans les discussions, effectivement, que le partenaire a été mentionné, il existe la société Eau Vive, qui est en Charente, effectivement, et qui est spécialisée dans le broyage et la valorisation des coquillages. Alors, coquilles d'huîtres et de moulins en même temps, donc sans distinction. Et aujourd'hui, nous, on mène des discussions avec la société Eau Vive pour peut-être collecter pour eux, avoir les coquillages et les transférer sur leur centre de valo qui est en Charente
bon, à voir comment la synergie peut se mettre en place, mais à l'instant T, dans la méthanisation, les déchets de coquillage ne sont pas acceptés. D'accord. Merci beaucoup, Daniel Foss. Est-ce que vous avez des questions pour Daniel? Ça semble assez clair. Je ne sais pas si Frédéric, vous voulez aussi compléter par rapport à votre collègue que vous avez démarré tout récemment sur La Rochelle. Bon, pas forcément, parce que voilà, c'est que les solutions soient trouvées territorialement, en fait. D'accord, d'accord, oui. En échelle et en demandeur. Oui, 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 tout à fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui voulaient intervenir en visio? J'ai vu qu'il y avait quelques commentaires. Vous pouvez prendre la parole, poser vos questions. Non? Ça semble assez clair pour tout le monde. Effectivement, la société ouvrière, j'en avais un petit peu parlé un peu plus tôt, mais bon, ça semble assez clair. En tout cas, moi, je pense qu'on a quand même deux solutions intéressantes qui ont été présentées. C'est sûr qu'il existe toute une panoplie de solutions et nos professionnels, il faut qu'on leur offre des solutions diversifiées en fonction de leurs besoins, bien dimensionnées, et c'est pour ça un peu qu'on échange sur ces sujets. Tout le temps, il y a une solution qui va vous sembler peut-être plus adaptée. Nous, en tout cas en interfilière, on travaille sur des projets de compostage partagé, notamment en ce moment, en tout cas, on a beaucoup de travail sur le Royaume-Atlantique et sur la commune des Hésies en Dordogne, pour essayer de façon multi-acteur à trouver qui correspond bien finalement à la problématique locale. Donc, on travaille avec les différents niveaux d'acteurs, ultra-local, associatif, syndicat de déchets, mais aussi collectivité. Donc, je pense que c'est en travaillant ensemble, en tout cas, qu'on va trouver des solutions pour affronter la réglementation et surtout valoriser nos biodéchets. Il n'y a aucune raison finalement qu'on n'y arrive pas. On a les moyens, on a une solution, donc il faut juste, nous en tout cas, on va vous accompagner pour vous lancer dans ces actions. Il y a le tourisme durable aussi qui existe, donc il ne faut surtout pas hésiter à cogner à nos portes. Nous, à l'état filière, à l'ANAPA, auprès de Réliane, et dans chacune des filières, effectivement, il y a des personnes pour vous aider. Donc, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui. Merci à nos intervenants, des filières, les porteurs de solutions. Merci de votre temps. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions par la suite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci.